Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Vous êtes eurodéputée LFI, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Actualité européenne riche avec ce cessez-le-feu inconditionnel demandé à Kiev par Emmanuel Macron et 3 chefs d'État de gouvernement européens sur place entourant Volodymyr Zelensky. Actualité forte par ailleurs avec un nouveau pape pour les 2,2 milliards de chrétiens dans le monde, Léon XIV, qui doit encore préciser les grands axes de son pontificat, tandis que la France insoumise manifeste aujourd'hui à 14h contre l'islamophobie en France qu'elle qualifie désormais d'islamophobie d'État. On va en parler tout autant que de La Meute, ce livre d'enquête sur la France insoumise et le système Mélenchon, écrit par 2 confrères travaillant pour des journaux de gauche, Libération et Le Monde. Vous considérez Le Monde comme un journal de gauche ? Et puis ce matin, nous avons une pensée toute particulière pour ce pompier volontaire, fauché, semble-t-il, délibérément à Évian-les-Bains lors d'un rodéo urbain. Les rodéos, une fabrique de barbares, a dit le ministre de l'Intérieur. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Thomas Bonnet pour CNews. Bonjour Thomas. Vladimir Poutine propose donc ces négociations directes, sans aucune condition préalable, avec l'Ukraine à Istanbul dès jeudi. Emmanuel Macron, qui s'est rendu avec Keir Starmer, Friedrich Merz, Donald Tusk à Kiev, estime que c'est un premier mouvement, mais que ça n'est pas suffisant. La France et ses partenaires souhaitent un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, que Vladimir Poutine joue la montre ? Il est clair que Vladimir Poutine essaie de gagner du temps, qu'il refuse le cessez-le-feu en l'état. Ceci étant dit, au stade où on en est, et ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps et qui a fait bien trop de morts, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre pour avancer sur ce chemin extrêmement difficile qui est le chemin de la paix. Et donc, évidemment, je me réjouis que des pourparlers puissent se tenir dès la semaine prochaine. Il faut que l'Union européenne prenne toute sa place dans ces pourparlers, parce que je regrette que finalement, il ait fallu attendre plus de 3 ans avant qu'une initiative diplomatique soit prise par l'Union européenne, qui honnêtement est sortie de l'histoire dans la gestion de ce conflit, qui a laissé Donald Trump aux manettes. Qui a pris les devants. Oui. Qui a pris les devants, et pour imposer la paix aux conditions de Donald Trump, dont on sait très bien que tout ce qui l'intéressait, c'est l'accès aux minerais ukrainiens, et c'est absolument pas de faire la paix sur le continent européen. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire la paix, une paix qui soit durable, une paix avec des garanties de sécurité mutuelle, une paix que l'on puisse préserver. Et aujourd'hui, si on en prend ne serait-ce qu'un tout petit peu le chemin, alors il faut s'engager pleinement dans cette voie-là, sans être dupe, évidemment, des opérations de Vladimir Poutine. Stéphane Dupont. Oui, vous dites l'Europe est sortie de l'histoire, mais l'Europe, depuis 3 ans, a soutenu massivement l'Ukraine, financièrement, militairement, elle a toujours été à ses côtés, elle n'a pas varié. Comment vous pouvez dire ça aujourd'hui ? Elle est sortie de l'histoire parce que elle n'a à aucun moment pris d'initiative pour trouver ce chemin de la paix. C'est une chose de soutenir l'Ukraine, et moi-même, j'ai voté les mesures de soutien à l'Ukraine au Parlement européen. Poutine ne voulait pas de la paix, madame. Pardon ? Parce que Poutine ne voulait pas la paix. Mais quand nous disions, il y a 1 an ou 2 ans de cela, qu'il fallait prendre une initiative diplomatique, y compris à un moment où militairement, l'Ukraine était dans une position plus favorable, tout le monde pensait que la seule issue à ce conflit était une issue militaire. Et je me souviens, on se moquait de nous il y a 1 an ou 2 ans en disant « mais vous savez très bien que ce n'est pas possible ». Sauf que vous connaissez quoi d'autre comme issue à une guerre ? Il y a 2 solutions. Soit vous avez un des 2 belligérants qui écrase l'autre, et c'est évidemment ce que souhaite faire Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, soit vous trouvez un accord de paix. Et nous, on a considéré que plutôt qu'avoir l'Ukraine écrasée, il fallait un accord de paix, et que cet accord de paix, il fallait tenter de le négocier le plus rapidement possible, en essayant de mettre un maximum de protagonistes autour de la table, y compris des protagonistes qui sont pas nos meilleurs amis, mais qui jouent un rôle diplomatique. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, à des géants dont on sait qu'ils jouent un rôle directement ou indirectement, et avec un objectif de trouver cet accord de paix le plus rapidement possible. Donc pour vous, ce voyage des chefs d'État occidentaux, européens, c'est quoi ? C'est du folklore ? Ce voyage en train, cette rencontre avec Volodymyr Zelensky ? Non, y compris c'est une réponse à la démonstration de force qui a été faite par Vladimir Poutine un peu plus tôt cette semaine. Et notamment pour le 9 mai, la victoire et les menaces qu'il y a eu
sur la place rouge, où Vladimir Poutine disait qu'il se battra contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Voilà. Et qui repeint l'Ukraine en Asie, en point de départ, dans une opération de propagande dont on sait très bien qu'il a le secret, puisque on peut négocier c'est en avec Vladimir Poutine, on peut lui faire confiance, on peut discuter avec lui. Est-ce que dans une guerre, vous négociez avec vos amis? En général, vous négociez pas avec vos amis. Mais expliquez-moi de nouveau, quelle autre issue il existe à ce conflit, si ce n'est une guerre totale, dont on sait très bien qu'elle n'a pas d'issue. Il y a plus d'1 million de personnes engagées, de militaires engagés dans l'armée russe. Est-ce qu'on est en capacité de rivaliser sur le long terme? Donc on prend ce qu'il y a. Si Vladimir Poutine dit on va négocier à Istanbul, allons négocier à Istanbul. C'est lui qui a la main. Oui, il faut aller négocier. Après, les conditions avec lesquelles on doit établir un accord de paix, c'est évidemment à l'Ukraine et à la Russie de discuter et de trouver un chemin commun. Et j'observe que Volodymyr Zelensky a aussi évolué dans ce sens et lui aussi essaie de trouver ce chemin, qui est un chemin sinueux, je vous l'accorde, mais qui est le seul chemin que l'on peut trouver de nouveau. Et la diplomatie, là aussi, sera seule la solution. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut cesser les combats d'abord. Il faut qu'il y ait une trêve et de l'arrêt des combats. Et ce dont, apparemment, Vladimir Poutine ne veut pas. Il pose problème, quand même. Je suis d'accord avec vous qu'on discute dans de meilleures conditions si on n'est pas en train de se massacrer respectivement. Après, c'est la première discussion, en réalité, qu'il va y avoir directement entre l'Ukraine et la Russie depuis le début de ce conflit. Elle arrive tard, trop tard, à mon sens, et beaucoup de vies auraient pu être épargnées, y compris si l'Union européenne avait joué son rôle diplomatique qu'elle a refusé de jouer pendant toutes ces années. Vaut mieux tard que jamais. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre en espérant qu'un chemin pourra être trouvé le plus rapidement possible. Manon Aubry, invitée du Grand Rendez-vous Europe 1 et CNews. Manon Aubry, qu'a provoqué en vous l'élection du nouveau pape ? Écoutez, j'ai observé ça un peu comme une espèce de vague immense. On l'a vu, les réactions que ça a suscité. J'ai vu les images au Vatican. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, de fidèles à travers le monde. 2,2 milliards chrétiens, dont 1,6 milliard de catholiques. Et il y en a aussi beaucoup, évidemment, en France. Et j'observe que ce nouveau pape, Léon XIV, s'inscrit dans la filiation du pape François, s'inscrit dans une filiation sociale. C'est aussi le choix de son nom, Léon XIV, qui fait suite à Léon XIII, qui a inspiré la doctrine sociale de l'Église. Et puis, j'ai été assez intéressée, je dois dire, par son premier discours, dans lequel il a cité, à plus de 10 reprises, je crois, le mot paix. Et le mot paix... La paix soit avec vous, c'était ses premiers mots. On en parlait à l'instant. La paix en Ukraine, la paix dans la bande de Gaza. Je n'oublie pas que le pape François avait appelé à plusieurs reprises à la paix à Gaza, avait dénoncé les crimes de l'armée israélienne, avait qualifié ce qui se passait dans la bande de Gaza de génocide. Et pour la petite anecdote, cette semaine au Parlement européen, il y avait un livre d'hommage au pape François à l'entrée de l'hémicycle. Le pape François demandait aussi la libération des otages israéliens. Et nous le demandons, il avait tout à fait raison de le demander. Et d'ailleurs, la meilleure manière de ramener les otages à la vie, et les familles d'otages ne disent pas autre chose, est d'obtenir un cessez-le-feu qui soit durable. Mais cette semaine au Parlement européen, il y avait donc ce livre d'hommage au pape François, et j'ai un peu regardé qui avait signé ce livre d'hommage. Il y avait beaucoup de députés, notamment de droite et d'extrême droite. Ils en ont le droit de rendre hommage au pape François, mais j'ai été un peu, disons, interpellée par, d'un côté, le fait de rendre hommage au pape François, et de l'autre, ne pas tenir compte de ce que le pape François a pu dire ces derniers mois et ces dernières années, et notamment dénoncer le massacre dans la bande de Gaza. Et ces mêmes députés ont voté cette semaine contre un débat, contre une résolution sur les massacres qui sont en cours, alors que le gouvernement israélien vient d'appeler, je termine juste là-dessus, le gouvernement israélien vient d'appeler ni plus ni moins à la destruction totale de la bande de Gaza, un nettoyage ethnique. Donc, moi, j'en appelle un peu de cohérence à ceux qui croient aux paroles du pape, et ils en ont évidemment la liberté, et qu'ils tiennent un peu plus compte de ce que le pape dit en la matière. On ne sait pas encore quelles sont les lignes directrices du pape Léon XIV. Il faut lui laisser le temps. Il va y avoir une première conférence de presse demain. C'est pour ça que... On ne sait pas même s'il a parlé d'unité, de pont, de conciliation. C'est un augustinien, donc il est là pour... justement faire la part des choses entre le rigorisme et le progressisme dans l'Église. Il est là pour
tenir les mains de chacun des chrétiens, et aussi, de manière plus universelle, il s'adresse à tous les peuples. Pour l'instant, on ne sait pas encore si... J'entends effectivement certains observateurs faire un parallèle assez rapide entre, ça va être la continuité du pape François, on ne le sait pas. L'avenir nous le dira. On ne le sait pas. En tout cas, son premier discours était relativement engageant, intéressant. Après, moi aussi, j'attends du pape Léon XIV aussi des actes s'agissant des violences dans l'Église, et notamment des violences sexuelles. Et donc, vous voyez, nos attentes sont grandes, et elles dépassent la simple communauté chrétienne en l'espèce, parce que oui, le pape n'est pas juste le pape, il est aussi un chef d'État qui joue un rôle, je pense, pour l'unité des peuples. Le fait qu'il ait critiqué Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, c'est un signe encourageant pour vous? C'est intéressant de dire pourquoi il l'a critiqué. Il reprenait en l'occurrence J.D. Vance qui utilisait la chrétienté pour hiérarchiser l'amour, en disant que finalement il y aurait des peuples supérieurs à d'autres. Et ça nous rappelle à certains principes religieux, qui est de considérer son prochain de manière égale et équitable. Et je pense que c'est un principe qu'il est bien de rappeler à l'administration de Donald Trump, qu'il est bien de rappeler aussi à l'extrême droite de par le monde. Thomas Bonnet. Il disait pas vraiment, J.D. Vance, qu'il y avait des peuples supérieurs à d'autres. Il disait qu'on aime d'abord sa famille, ses amis, puis ensuite les autres. Sur la question migratoire, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument calquer une vision politique à celle du pape, qui est simplement une valeur chrétienne? Je pense que la valeur chrétienne, c'est d'aimer son prochain et d'aimer l'humanité. Et d'ailleurs, le pape François avait joué un rôle important pour dénoncer les morts en mer Méditerranée, plusieurs dizaines de milliers de morts en l'espace de quelques décennies, parce que ce sont des hommes et des femmes, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité. C'est des hommes et des femmes, des enfants aussi, qui n'ont pas à mourir en traversant la mer Méditerranée. Le pape François ne disait rien d'autre, et je pense que la réponse du pape désormais Léon XIV à J.D. Vance s'inscrit dans cette continuité, de rappeler que le rôle, la responsabilité d'un croyant, et je crois que c'est aussi un principe partagé par toutes les religions, le rôle d'un croyant, c'est précisément d'aimer et d'aider son prochain. Et je pense que ce message de tolérance, il est bien de le rappeler. Vous êtes papiste, Madame Aubry? Vous savez, est-ce que vous êtes chrétienne d'ailleurs? Parce que vous avez dit, il me semble que dans la chrétienté, le message... Peu importe ma religion, je suis aussi attachée à la laïcité, qui est la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité permet de vivre sa religion. Dans notre pays, je rappelle aussi que la première religion en France, c'est celle de ne pas croire, et qu'il y a aussi d'abord beaucoup d'athées. Mais moi, j'ai envie que l'ensemble des personnes de notre pays, quelle que soit la religion, puissent vivre ensemble. On peut classer les religions, on peut dire que la première religion, ça reste le catholicisme. Je le dis parce qu'on parle beaucoup de religion, et c'est normal à l'heure où un nouveau pape a été nommé. Et qu'il a un message universel transreligion. Tout à fait, et vous avez tout à fait raison. Et même au-delà de ceux, justement, il s'adresse aussi à ceux qui ne croient pas. Et vous avez tout à fait raison, et je le disais à l'instant, c'est pas juste un chef religieux, c'est aussi un chef d'État, le pape. Absolument. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que quand on aspire, comme c'est mon cas, à une société harmonieuse, on aspire à ce que chacune et chacun dans notre pays puisse vivre librement sa religion ou sa non-religion. Et que toutes les communautés, les unes avec les autres, puissent vivre en bonne entente. C'est aussi peut-être un principe religieux qui est partagé par toutes les religions, et c'est tant mieux. Autre actualité, les rodéos urbains. Thomas Bonnet. Oui, Manon Aubry, un pompier est aujourd'hui et ce matin entre la vie et la mort. Il a été fauché hier par un chauffard, visiblement délibérément, après un rodéo urbain. Il est venu pour leur demander d'arrêter. Il a été fauché. L'auteur présumé est parti, puis est revenu à cracher sur la victime avant de prendre la fuite à nouveau. Il a été interpellé depuis. Que vous inspire ce drame? Est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société à vos yeux? D'abord, je voudrais commencer par adresser toutes mes pensées à ce pompier qui, à l'heure où on se parle, est en train encore de lutter pour la vie. Je pense que c'est aussi tout un secteur professionnel des pompiers qui souvent ne comptent pas leurs heures et leurs conditions de travail pour venir en aide à la population, parce que c'est d'abord ça le rôle des pompiers, et c'est toute la communauté des pompiers, je pense, qui est meurtrie ce matin, et à qui je voudrais adresser mes pensées les plus fortes, les plus réconfortantes, les plus chaleureuses, parce que c'est un drame abject, de s'en prendre de manière volontaire. Et d'ailleurs, l'enquête judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire.
s'en prendre de manière volontaire, qui plus est un pompier. Et j'espère que la justice pourra faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Saluer d'ailleurs son arrestation qui a été extrêmement rapide à l'auteur suspecté de ces faits. Et ensuite, la justice fera son travail dans les mois qui viennent. Bruno Retailleau parle d'une société qui a engendré une fabrique de barbares parce qu'il s'est rendu sur place, lorsqu'il s'est rendu sur place. Est-ce que vous reprendriez ces termes ? Vous savez, l'espèce d'escalade verbale à laquelle se livre Bruno Retailleau, qui a quand même l'indignation à géométrie variable. Je me souviin que Bruno Retailleau... L'indignation à géométrie variable. Oui, qui a l'indignation à géométrie variable. Il a raison de se rendre sur place au chevet de ce pompier, au chevet de la caserne de pompiers. Mais il n'a pas eu la même indignation au moment où Aboubacar Cissé a été assassiné. Ce fidèle musulman au cri de « ton Allah de merde », d'un crime raciste de toute évidence. Et je me souviens que Bruno Retailleau, lui, ne s'est pas déplacé tout de suite, comme il l'a fait hier. Alors qu'il est ministre des Cultes. Il est allé le dimanche. Il est allé plus de 2 jours après, même pas au lieu exact où ça s'est passé. Donc, vous voyez bien que cette façon de trier les Françaises et les Français de la part du ministre de l'Intérieur et d'avoir une indignation à géométrie variable, je vous le dis, moi, est insupportable. Et je suis autant choquée par chaque fois qu'on s'en prend à un citoyen français dans notre pays. Et je pense que le rôle d'un ministre de l'Intérieur est précisément d'être le garant de l'ordre intérieur et faire en sorte que à chaque fois qu'il y a des crimes racistes qui se déroulent dans notre pays, il ait la même réaction qu'à chaque fois qu'on s'en prend à un pompier, comme ça a été le cas hier. Stéphane Dupont. Oui, vous disiez la fabrique de barbares. Pour vous, c'est juste une forme d'exagération verbale, ou est-ce qu'il cherche, comme le disait Thomas, à mettre en lumière un phénomène de société ? Écoutez, c'est de la communication politique dans le cadre d'une forme de concours Lépide auquel Bruno Retailleau se livre avec Laurent Wauquiez, on doit le dire, dans le cadre de leur congrès. Et donc, chaque semaine, nous avons droit aux nouvelles folies. Un jour, c'est une commission d'enquête contre ces méchants insoumis de la part de Laurent Wauquiez. Le jour d'après, Bruno Retailleau va utiliser des mots de plus en plus forts. Bon, moi, ça m'intéresse pas. C'est aussi parce que chaque semaine, il y a des drames toujours plus terribles qui se déroulent en France maintenant. Oui, mais il est ministre de l'Intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est pas de la communication. Ce qu'on veut, c'est des actes. Il fait quoi pour assurer la sécurité des Françaises et des Français, notamment face à la montée de l'islamophobie dans notre pays? Il n'a pas de résultat, Bruno Retailleau, selon vous? Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce que pour moi, son résultat, à l'heure où on se parle, de Bruno Retailleau, c'est de faire monter le niveau de tension dans notre société en mettant des cibles sur un certain nombre de concitoyens français quand il dit « abat le voile », quand il parle des Français de papier, quand il parle de régression vers les origines ethniques. Voilà aujourd'hui la vraie identité politique de Bruno Retailleau, qui est une copie conforme du Rassemblement national et qui aujourd'hui ne contribue pas à l'apaisement dans notre société qui en a besoin. Mais les chiffres de Beauvau ont été publiés, les chiffres de l'INSEE, la délinquance est en baisse. Donc il y a à la fois une continuité du ministère de M. Darmanin et de M. Retailleau. Faut savoir, on parle d'ensauvagement de la société ou alors la délinquance est en baisse. Vous voyez, il y a même un paradoxe dans la manière dont Bruno Retailleau va instrumentaliser un certain nombre de faits de société et ensuite il dit « Regardez, j'ai des résultats formidables, la délinquance baisse ». Si la délinquance baisse, c'est tant mieux. C'est peut-être parce qu'il faut faire encore plus, Manon Aubry. C'est tant mieux. Mais dans ce cas-là, vous ne parlez pas d'ensauvagement de la société, de société de barbares. On peut toujours faire mieux, y compris dans la lutte contre la délinquance. Mais en alertant. Et quand M. Darmanin dit qu'il n'y a plus d'endroits safe en France, et 70% des Français sont d'accord avec lui, dont 59% des insoumis, qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir d'endroits safe? Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup d'hommes sur ce plateau. Je suis une femme qui... Pardonnez-nous pour ça s'est trouvé comme ça. Vous y êtes pour rien. Voilà, merci de le reconnaître. Je fais part de témoignages qui va parler à la moitié de la population française qui nous écoute, mais peut-être pas à tous, que sont les violences sexistes et sexuelles. Oui, les violences sexistes et sexuelles sont à chaque coin de la rue dans notre société. Est-ce que le gouvernement a mis les 4 milliards d'euros sur la table pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles comme les associations féministes le demandent? La réponse est non. Est-ce que le gouvernement fait en sorte de changer la définition du viol pour inclure la notion de consentement, alors que seulement 1% des viols dans notre pays est-ce que le gouvernement ne fait rien là-dessus? Est-ce que, par exemple, Aurore Berger, je vous ai donné un exemple très précis, qui est chargée de cela, ne fait rien justement? Où sont les moyens?
Où sont les moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? Est-ce que vous adressez à la ministre Berger ? Oui, je justement m'adresse à la ministre Berger. Si vous voulez agir contre la délinquance, vous avez un exemple très précis. C'est une question de moyens ? C'est non seulement une question de moyens. Je vous donne un exemple très concret sur la question des moyens. Quand vous avez des femmes qui portent plainte dans un commissariat et dont la plainte, déjà, vivent souvent un parcours traumatique parce qu'on va leur demander si elles avaient bu, on va leur demander comment elles étaient habillées. Vous imaginez la victimisation secondaire que cela représente. Et d'ailleurs, la Cour européenne... C'est à chaque fois, ça m'a D'ailleurs, trop souvent. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour victimisation secondaire. Premier défi. Donc, il y a un enjeu, c'est de former les forces de l'ordre, former le système judiciaire. Il y a un deuxième enjeu. Rapidement. Combien de femmes ont été tuées, assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint alors qu'elles avaient porté plainte ? Il y a seulement 40% des femmes qui portent plainte qui ont accès à un centre d'hébergement d'urgence. Là aussi, il faut des moyens. Vous voyez des exemples très précis. Vous savez qu'on avance sur ce sujet. Si le gouvernement... Et on aura l'occasion d'en parler. Pas. Si, on n'avance pas. Le nombre de féminicides est parler. toujours aussi important dans notre pays. Les violences sexistes et sexuelles sont toujours aussi importantes. Il y a toujours autant de viols. Toutes les 7 minutes, il y a un viol dans notre pays. Imaginez le nombre de viols qui seront déroulés juste le temps de cette émission. On en parle dans un instant, dans cette même émission avec Manon Ombry. À tout de suite. « 99 centimes, la super chérie de mamie. 99 centimes, le sourire garanti. Découvrez les madeleines à la farine française à 99 centimes. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Pourquoi la MAF ? Parce que pour mon dégât des eaux, c'est moi qui ai fait les travaux. Et la MAF me payait les fournitures et le temps passé. Boostez votre visibilité auprès des candidats en sponsorisant votre première offre d'emploi. Et je vais vraiment bien les pains au chocolat. Ça semble pour le faire. Du chocolatine là d'un chien. Profitez de 100 € pour lancer votre campagne de recrutement. Que se passe-t-il si vous laissez tomber une voiture et, disons, un parapluie dans un espace sans air ? Eh bien, sans air, les deux se déplacent de la même manière. Mais il faut bien reconnaître que les occasions de conduire dans l'espace ou dans une chambre à vide sont plutôt rares. C'est pourquoi le design avancé du nouveau Skoda Enyaq vous garantit une conduite aussi fluide où que vous alliez. Découvrez le nouveau Skoda Enyaq 100% électrique. Skoda. CNews, première chaîne info de France. Les amis, devant moi, tous les produits d'Inconnu comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout directement livré chez vous, fini les courses interminables, fini la cuisine, tout est prêt. Et avec comme j'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Et en plus, c'est à partir de 3,92 € par repas. Alors pour perdre du poids, n'attendez pas, composez le 0800 37 37 37 ou comme j'aime.fr, c'est important.fr. Et ça a été pour monter ton affaire ? Ouais, ça a été super vite. Quoi ? Enfin, c'est toujours une tannée, non ? Ton dossier qui circule de main en main, ton financement qui attend l'aval du siège. Pas avec Madame Dumont. C'est qui ? C'est ma conseillère du Crédit Mutuel. Celle qui a directement pris la décision de me financer. Ah. Ça pique un peu, c'est ça ? Non, c'est ta banque, là. Au Crédit Mutuel, c'est votre conseiller, la personne qui connaît votre projet professionnel, qui décide de le financer. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Inès et Marco ont vendu leur voiture trop petite avec sérénité. Et oui, revendre le petit dernier, impossible. Par contre, ils ont pu vendre leur voiture rapidement en déposant gratuitement leur annonce sur La Centrale. La Centrale. Vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît ? Vous aussi, téléchargez l'appli. Toujours avec Manon Ombry, l'eurodéputée LFI, dans le grand rendez-vous ce dimanche. On en parlait il y a quelques minutes. Manon Ombry, l'assassin présumé d'Aboubacar Cissé, a été écroué, mis en examen par le tribunal de Nîmes pour assassinat à raison de la race ou de la religion. La famille de la victime réclame une requalification en assassinat terroriste, mais le PNAT, pour l'instant, ne retient pas cet élément. Le procureur parle d'un contexte isolé, sans revendication idéologique. Depuis cet assassinat, le 25 avril dernier, un mot revient: islamophobie. Et la France insoumise a décidé de manifester aujourd'hui contre l'islamophobie en France, alors que, inversement, dans ce
précis que Bruno Retailleau a sorti il y a une semaine. Ne rien céder manifeste contre l'islamisme. Bruno Retailleau dit « L'islamophobie sert de gaz incapacitant pour les islamistes et leurs alliés. Ils l'utilisent pour tétaniser les consciences, paralyser les volontés. » Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Retailleau ? Oui, c'est vrai qu'on a vu que le ministre de l'Intérieur, qui je le rappelle de nouveau, est aussi le ministre des cultes, n'en a rien à faire que des millions de concitoyens dans notre pays soient discriminés, pointés du doigt, menacés tous les jours à cause de leur religion. Et c'est indigne. Il y a les islamistes et les musulmans. C'est indigne. C'est indigne du ministre de l'Intérieur qui fait des amalgames. Quand il dit « abat le voile », il pointe les personnes, les femmes dans notre pays qui portent le voile et qui se traduit par des actes islamophobes au quotidien. Pas plus tard qu'hier, une jeune femme voilée a été agressée dans un tram à Lyon au cri de je vais buter les kebabiers et tabasser les Turcs. Voilà ce type de choses qui arrivent au quotidien. Pas plus tard que cette semaine aussi, il y a une mosquée qui a été menacée à Sucy-en-Brie. Et donc, ces actes islamophobes sont des actes du quotidien. Soit on prend la mesure de ce qu'il se passe et on considère les Françaises et les Français de confession musulmane comme des Françaises et des Français à part entière. Et on leur dit c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce que fait le gouvernement. Non, c'est pas ce que fait le gouvernement. Le gouvernement ne considère pas les musulmans comme des citoyens français. Quand il nie les actes islamophobes, quand le ministre de l'Intérieur s'en prend, il les dénombre. Non, il les nie. La Direction nationale du renseignement territorial dénombre 79 actes anti-musulmans les 3 premiers mois de l'année 2025. Mais on les dénombre. Pas plus tard que cette semaine, je peux vous en dénombrer plus d'une dizaine. Vous savez comme moi que tous les actes ne sont pas reportés et que c'est aussi une sensation. On peut dire ça des actes antisémites, on peut dire ça. Mais tout à fait, vous avez raison. Les actes antisémites sont aussi. Des actes anti-blancs aussi. Mais alors, on peut s'amuser à compter si vous voulez le nombre de discriminations à l'égard des blancs. Vous verrez que ce sera pas tout à fait la même chose qu'à l'égard des musulmans. Mais vous savez, il y a une étude assez intéressante de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui n'est pas une agence insoumise, qui dépend de l'Union européenne, qui a établi que 47% des musulmans sur le continent européen ont subi des discriminations. Et à chaque fois que quelqu'un subit des discriminations en fonction de sa religion, c'est toute la communauté dans son ensemble qui doit réagir pour faire en sorte que, oui, on ne soit pas discriminé à l'embauche, pas discriminé pour avoir un logement, pas discriminé dans sa vie quotidienne en raison de sa religion. Et à la dernière manifestation qui a eu lieu juste après l'assassinat d'Aboubacar Cissé, j'ai été frappée, pour être honnête, par le nombre d'hommes et de femmes qui viennent nous voir, qui sont venus nous voir en pleurs et qui nous disent « j'ai peur, j'ai peur ». Que répond Bruno Retailleau à ces gens qui ont peur de vivre leur religion? De là à parler, comme vous le faites à LFI, d'islamophobie d'État, vous êtes dans un peu dans la surenchère, non? Il y a une multiplication des actes islamophobes dans notre pays. De nouveau, la responsabilité d'un gouvernement est d'y apporter des réponses plutôt que d'attiser. Il y a des actes christianophobes contre lesquels on n'a pas beaucoup entendu LFI. Il y a des actes. Le père Hamel, est-ce que... Vous avez raison, le père Hamel, on s'en est pris à lui à cause de sa religion et c'est le seul acte à l'encontre d'un croyant catholique depuis la guerre de Vendée. Oui, enfin, comme vous dites que les actes ne sont pas tous reportés, vous le voyez bien, mais de la même manière, je vous dirais la même chose. À chaque fois qu'une personne de notre pays est la cible de discrimination, est la cible de menaces ou d'insultes, à chaque fois que ça se passera, vous me trouverez du côté de celles et ceux... Est-ce que je retrouverai la France insoumise dans son entier? Vous nous trouverez, parce que, vous voyez, nous luttons contre toutes les formes de racisme. Nous n'avons pas la lutte contre le racisme à géométrie variable. Oui, l'antisémitisme aussi. Et pourquoi ne pas avoir manifesté après? Mais vous le savez très bien parce que... alors, après le 7 octobre, je pensais que vous alliez parler de la manifestation qui a été organisée par Yael Braun-Pivet, mais aussi à l'appel de l'extrême droite. Et en l'occurrence, ce jour-là, nous avions appelé aussi à un rassemblement contre l'antisémitisme, lequel rassemblement ne participait pas à l'extrême droite. Mais pourquoi ne pas avoir manifesté avec tout le monde? Parce que moi, je ne participe pas avec les héritiers des Waffen-SS. Dois-je vous rappeler que le Rassemblement national est un parti politique qui a été créé par les héritiers des Waffen-SS. Non, moi, je
j'ai un peu de souvenirs d'histoire, y compris cette semaine, c'était le 8 mai, les 80 ans du 8 mai 1945, et on se souvient tous de la folie barbare à laquelle a amené le nazisme dans notre pays et sur le continent européen. Et quand je vois, par exemple, hier, défiler des néo-nazis dans les rues de Paris, à visage, j'allais dire découvert, mais en fait beaucoup quand même couvert, laquelle manifestation a été autorisée par la préfecture, ou plutôt par le tribunal administratif, alors qu'une manifestation antifasciste a été interdite. Moi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour notre pays. Je suis inquiète, oui, par la montée de l'antisémitisme qui est ravivée par, y compris dans cette manifestation, vous aviez des hommes qui ont des tatouages nazis, qui ont des croix gammées. Et à eux, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette idéologie absolument nocive ? Il est à droite, à l'extrême droite, il est quand même assez marginal. Ah oui ? Vous connaissez cette étude de la CNCDH ? Là aussi, c'est CNCDH, c'est Commission nationale consultative des droits humains, c'est pas un organisme insoumis, qui établit que là où les préjugés antisémites sont les plus répandus, c'est à l'extrême droite. C'est à l'extrême droite. Gage, il se fait exfiltrer mais des manifestations. Il faut lutter contre l'antisémitisme partout. Oui. Partout. Parce que moi, je suis gauche et je ne tolère aucune forme de racisme. Y compris au sein de LFI ? Qui a été condamné pour antisémitisme Qui a été condamné pour antisémitisme à la France insoumise ? Qu'est-ce que vous répondez à Aurore Berger qui, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, a dit « L'antisémitisme en France se résume en 3 lettres, LFI ». Qu'est-ce que vous répondez à la ministre Aurore Berger ? Je lui réponds à Aurore Berger, qui tient une librairie négationniste dans laquelle il y a un certain nombre d'ouvrages nazis. Il s'appelle Frédéric Boccaletti, c'est un député du Rassemblement national du Var. Je réponds à Aurore Berger, quel assistant parlementaire de quel député a fait des tweets racistes et antisémites ? C'est l'assistant de Laure Lavalette, elle aussi députée Rassemblement national du Var. Je dis à Aurore Berger, quels sont les députés qui se trouvent dans un groupe Facebook, où des propos racistes et antisémites ont été tenus, 15 députés du Rassemblement national. Vous le voyez, je peux vous continuer longuement cette liste. Non, aujourd'hui, les héritiers de l'antisémitisme politique se trouvent du côté du Rassemblement national. Et nous ne tolérerons jamais à la France insoumise qu'il y ait le moindre propos antisémite, la moindre action antisémite. Manon Aubry. Je n'ai pas de lien avec Martine Aubry pour celles et ceux qui se posent encore la question. Ou alors ma mère m'aurait menti sur mon histoire, mais a priori je n'ai pas de lien familial avec Martine Aubry. Les affiches Les visuels, vous voulez parler ? Les visuels Hanouna qui ont été retirés prestement par LFI parce qu'ils avaient un caractère antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme à LFI. C'était une erreur. On l'a dit et on l'a supprimé au bout de quelques minutes, ce visuel qui n'avait pas été validé. Vous voyez la différence quand on agit réellement contre l'antisémitisme, y compris c'est qu'on sait reconnaître ces erreurs-là parce que, en l'occurrence, ce visuel avait été créé avec l'intelligence artificielle de Grok. Franchement, l'erreur, elle vient de là. Dont acte, plus jamais nous ne créerons de visuel avec l'intelligence artificielle. Pour vous, il n'y a aucun lien entre la recrudescence d'actes antisémites en France et le discours véhiculé par une partie de la France insoumise, l'antisémitisme d'atmosphère qui est parfois pointé du doigt. Quand on voit en quoi je viens de tenir à cette antenne les clins d'œil parfois qui flirtent avec la ligne rouge, lorsque David Guiraud parle des dragons célestes, il y a toute une série de messages à peine dissimulés qui explore cet antisémitisme d'atmosphère. Écoutez, c'est pas la première fois que je viens à votre antenne et je vous mets au défi de trouver le moindre de mes propos qui flirtent avec la ligne rouge, tout ce que vous voulez. On parle pas de vous, on parle des défis. Non, mais déjà, ici, à ce plateau, je représente la France insoumise. Donc je vous mets au défi de trouver le moindre de mes propos qui flirteraient de près ou de loin avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un délit dans notre pays, un délit extrêmement grave pour lequel vous pouvez être condamné. Si vous pensez qu'il y a des antisémites à la France insoumise, alors portez plainte et on verra si les tribunaux nous condamnent. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun tribunal ne nous a jamais condamnés pour antisémitisme. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a un problème dans notre pays, dans notre société. Il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Et je vais vous le dire, il y a suffisamment d'antisémites dans notre pays pour ne pas en inventer là où il n'y en a pas. Et nous luttons contre toutes les formes de racisme. Et l'antisémitisme en fait pleinement partie. Et chaque personne qui est discriminée, pointée du doigt à cause de sa religion, aujourd'hui doit avoir notre solidarité. Mélenchon, il dit que c'est résiduel, l'antisémitisme. Non, vous savez comme moi qu'il a dit que, alors que les manifestations pro-palestiniennes étaient pointées du doigt comme étant des manifestations antisémites, qui visent d'ailleurs à essentialiser. Nous avons
toujours fait la différence entre le gouvernement israélien d'un côté et les juifs de l'autre. Tous les juifs, y compris d'ailleurs jusqu'en Israël, ne sont pas d'accord avec l'attitude du gouvernement d'extrême droite israélien qui est en train de massacrer tout un peuple et qui est en train d'affamer tout un peuple. Et donc on a le droit aujourd'hui dans notre pays de dire qu'il y a un génocide qui est en train d'être commis dans la bande de Gaza, qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Il y a un mandat d'arrêt international d'ailleurs qui a été lancé par la Cour pénale internationale de dénoncer le fait que le gouvernement israélien veuille chasser complètement avec son plan de conquête totale de Gaza les Palestiniens de leur terre, que le gouvernement israélien affame la population en les privant d'aide humanitaire. Vous parlez du gouvernement israélien, jamais vous ne parlez du Hamas. Mais j'ai pas de problème à dénoncer le Hamas, mais je répondais à la question de monsieur qui... il y a quand même un problème au Proche-Orient, c'est le Hamas, peut-être avant même monsieur Netanyahou. Alors là, excusez-moi, il y a évidemment, et je l'ai dénoncé, les crimes terroristes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre dernier, mais absolument qui est lui-même rien. Un groupe terroriste. On n'a jamais demandé la déclassification de ce groupe au niveau européen. Le débat... Mais c'est pas des normes, mais en droit international, vous savez, en droit international, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par la Cour pénale internationale contre des dirigeants du Hamas et contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Je n'entends pas la France et l'Union européenne défendre la Cour pénale internationale qui est attaquée par l'extrême droite. Je n'entends pas la France et l'Union européenne agir pour mettre fin au génocide qui est qualifié comme tel par la Cour pénale internationale. Je n'entends pas la France et l'Union européenne. Des otages, Manon Bril. Mais le meilleur moyen de régler la question des otages, et c'est les familles des otages qui le disent, c'est justement d'obtenir un cessez-le-feu. D'obtenir un cessez-le-feu pour ramener les otages chez eux, d'une part, et d'autre part, permettre à des millions de personnes... Je veux dire, dans la bande de Gaza, on meurt de faim. On meurt de faim. Le gilet de presse est devenu... plus un gilet pare-balles, mais une On peut prendre le cible. problème des deux côtés. Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages, dont on a vu encore dans le flash d'information l'état dans lequel se trouvent ces deux otages israéliens. Mais vous voyez, et je n'ai Pourquoi on ne commence pas par là? Je n'ai eu de cesse de demander la libération des otages depuis le 7 octobre. Mais c'est bien de leur demander tous les jours. Est-ce que vous croyez que le meilleur moyen de libérer les otages, c'est de massacrer le peuple palestinien? Que vont gagner les otages israéliens, ça? Rien. Rien. Est-ce que vous demandez aujourd'hui, par exemple, dimanche, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au Hamas la libération des otages israéliens? Mais je n'ai eu de cesse de le demander. Je le refais à votre antenne sans aucune difficulté. Très bien. Sans aucune difficulté. Mais je demande aussi au gouvernement israélien d'arrêter de massacrer le peuple palestinien. Ça vous intéresse le sort de 2 millions de Palestiniens qui meurent de faim, qui n'ont plus de quoi manger? Je veux dire, qui se font massacrer, qui au milieu des ruines, des décombres. Vous avez des enfants qui sont la cible. Il n'y a jamais eu autant d'enfants morts dans un conflit international. Vous avez en tout plus de 50 000 personnes qui sont mortes, au moins, depuis le début de cette guerre. Que fait la France? Ce sont les chiffres du Hamas. Que fait l'Union européenne? Vous en avez d'autres? Ce sont les chiffres du Hamas. D'après les ONG, ils sont probablement sous-estimés. Parce que quand vous avez un territoire qui est pilonné du matin au soir par des bombes, quand vous avez un territoire qui n'a plus d'eau, qui n'a plus de nourriture, alors oui, les conséquences pour la population sont dramatiques. Et vous voyez, on parlait d'humanité un peu plus tôt dans cette émission. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, certainement, le pape François appelait à la paix dans la bande de Gaza, eh bien, c'est notre humanité qui est en question dans la bande de Gaza. Et moi, je regrette que... aussi bien le peuple palestinien que le peuple israélien. Vous voyez, là aussi, je n'ai pas d'indignation à géométrie variable. Et le meilleur moyen de préserver la paix, à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens, et d'avoir la reconnaissance de 2 États indépendants dans les frontières de 1967. Il faut délivrer les Palestiniens du Hamas. Et pour ça, il faut notamment que la France reconnaisse l'État de Palestine. Et elle refuse toujours le faire. Le président de la République l'a évoqué. Qui est sous l'emprise du Hamas, qui est sous l'emprise des terroristes. Et donc, il faut massacrer 2 millions de personnes, c'est ça? C'est ça que vous justifiez? Pas du tout. Je suis en train de dire qu'il faut délivrer la Palestine d'un mouvement terroriste qui porte le joug sur la population entière. Si la Palestine avait un État libre et indépendant, ils organiseraient la vie démocratique de cet État. Et dans l'organisation de la vie démocratique de cet État, ils se choisiraient leurs représentants. Mais l'enjeu, c'est d'abord de ramener la paix. L'enjeu, c'est de sauver des vies. Quand vous avez tous les jours des personnes qui meurent dans la bande de Gaza, quand vos confrères journalistes, vous trouvez ça normal en tant que journaliste que vous n'ayez pas accès à ce territoire de guerre? C'est le seul territoire de guerre dans le monde dans lequel non seulement les journalistes internationaux n'ont pas accès, mais les journalistes locaux sont pris pour cible. Quand le gilet pare-balles presse devient une cible. Donc oui, il faut ramener la paix, et pour ça, il faut que la France joue son rôle, cesse son accord d'association avec Israël, cesse d'envoyer des armes et reconnaisse l'État de Palestine. Dans un instant, on va parler de l'Algérie et aussi du livre, La Meute,
avec Manon Aubry. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Pourquoi MAF Pro ? Parce que grâce aux avantages MAF, j'ai équipé mon camion d'un système de localisation pour le protéger en cas de vol. « 99 centimes, la super chérie de mamie. 99 centimes, le sourire garanti. Découvrez les madeleines à la farine française à 99 centimes. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Après plus de 1000 représentations, les cloches impériales de Chine seront à Paris pour une soirée unique au théâtre Mogador. Réservation dans vos points de vente habituels. Les amis, devant moi, tous les produits d'Inconnu comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout directement livré chez vous, fini les courses interminables, fini la cuisine, tout est prêt. Et avec comme j'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Et en plus, c'est à partir de 3,92 € par repas. Alors pour perdre du poids, n'attendez pas, composez le 0800 37 37 37 ou comme j'aime.fr, c'est important.fr. Toujours sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec l'eurodéputé insoumise Manon Aubry. Avant de parler de ce livre dont tout le monde parle, et on va en parler avec vous, vous êtes cité 2 fois, je crois, page 309 et je vais retrouver mes notes, page 129. Vous le connaissez Manon par cœur. Aubry. Bah non, mais on l'a lu, vous voyez, on se documente. Oui. On fait pas juste de l'esbrouf. Une question rapide, et je vous demanderai une réponse rapide parce qu'il y a des sujets économiques qu'on voudrait aborder également avec vous, sur ce vote, cette résolution adoptée à l'Assemblée mardi dernier pour demander à l'Algérie la libération de Boualem Sansal. Pourquoi est-ce que les députés LFI ont voté contre ? Nous avons voté contre parce que ce texte ne se borne pas à demander simplement la libération de Boualem Sansal comme nous l'avions proposé. Ouais. Il va beaucoup plus loin et notamment en remettant en question l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie dans un objectif de Bruno Retailleau, toujours lui, de faire monter le niveau de tension avec l'Algérie dont on voit très bien les résultats. C'est-à-dire que ça ne conduit pas à la libération de Boualem Sansal. Et on sait que le meilleur moyen d'obtenir sa libération, c'est des échanges diplomatiques. Et ce texte ne participe pas à cela. Il n'y a pas d'échanges diplomatiques pour l'instant. Justement, il faut qu'il y ait des échanges diplomatiques. Il y en a eu. Monsieur Barrot est allé voir. Monsieur Barrot y est allé, mais dans un contexte de tension, comme vous le savez. Et le président de la République, d'ailleurs, ne disait pas autre chose que c'est la diplomatie qui sera le meilleur outil pour faire revenir et libérer Boualem Sansal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons... le seul parti de gauche à avoir voté contre. Les autres se sont abstenus ou ont voté pour. Je crois qu'il y a eu quelques députés qui ont voté contre ou qui se sont abstenus à gauche. Vous étiez abstenus au Parlement européen sur la même résolution. C'était pas tout à fait le même texte, mais l'objectif est le même. C'est de dire que nous voulons la libération de Boualem Sansal et que le meilleur moyen d'obtenir la libération de Boualem Sansal, ce sont les canaux diplomatiques plutôt que la montée des tensions. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement. Le ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs, je rappelle, dans le ministre de l'Intérieur, il y a intérieur. C'est pas tout à fait la même chose qu'affaires étrangères. Vous l'accorderez qu'il est responsable des sujets migratoires, donc il y a des relations avec l'Algérie. Oui, mais sauf que là, je pense que le ministre des Affaires étrangères devrait être davantage celui qui a la manœuvre dans l'activation des canaux diplomatiques. Et j'observe qu'ils ne sont pas tous d'accord au gouvernement sur la stratégie à adopter. Tiens, toi tu fais ça, toi tu fais ça. J'ai pas l'impression. Quand un pays refuse 14 fois de reprendre un ressortissant qui ensuite commet un attentat, est-ce que c'est pas l'Algérie qui est responsable du fait qu'il n'y ait plus de dialogue aujourd'hui entre les deux pays? C'est bien la preuve qu'il y a un niveau de tension et qu'il faut reprendre un dialogue diplomatique, précisément. Maintenant, il s'attaque à Kamel Daoud, un autre écrivain. Oui, vous avez raison. Vous dites que c'est la France qui fait monter les tensions, mais est-ce que vous ne pensez pas que du côté de l'Algérie, on fait aussi monter les tensions? Alors, je sépare deux choses. Dans le cas de Kamel Daoud, il y a probablement, certainement, une intention du gouvernement algérien de s'en prendre à Kamel Daoud en tant qu'écrivain. Ensuite, il y a l'affaire de fond où Kamel Daoud, y compris il y a une enquête judiciaire en France, est accusé d'avoir plagié une histoire d'une des patientes
attentes de sa femme, qui est psychiatre, pour son livre. C'est pour ça que je sépare deux choses s'agissant de Kamel Daoud, pour être très précise. Mais oui, moi, je vais pas défendre ici le gouvernement algérien. Je pense pas que ce soit un gouvernement qui défende très bien l'état de droit et les droits fondamentaux. Ensuite, il y a un principe pragmatique vis-à-vis de la France qui doit être la stratégie à adopter pour justement pacifier les relations avec l'Algérie. Je pense aussi aux 4 millions de Franco-Algériens qui se trouvent dans notre pays et qui se retrouvent un peu, en quelque sorte, otages de cette montée des tensions et qui se sentent probablement pleinement français, pleinement algérien. Ça fonctionne pas, puisqu'il y a des discussions, il y en a depuis des lustres avec l'Algérie, ça débouche sur aucun résultat. Vous voyez bien que la situation, vous voyez très bien que la situation s'est envenimée ces derniers mois. À la suite des déclarations des uns et des autres. Donc moi, je propose qu'on fasse retomber un peu le niveau de tension. C'est la meilleure stratégie pour la libération d'otages. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec l'Iran. Je pense pas que la France ait beaucoup de sympathie pour le régime iranien. Et en l'occurrence, à travers ses canaux diplomatiques, la France a réussi à libérer un chercheur qui était emprisonné en Iran et qui était otage depuis un certain nombre de mois. Je veux saluer l'action diplomatique de la France en la matière et je pense qu'elle doit suivre la même stratégie s'agissant de Boualem Sansal. Manon Aubry, cette semaine est sorti donc La Meute, ce livre d'enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Charlotte Belaïch de Libération et Olivier Perroux du Monde ont enquêté pendant 2 ans. Ils ont recueilli des témoignages, parfois anonymes, parfois à découvert, de cadres, d'anciens cadres de LFI. On y trouve un Jean-Luc Mélenchon autoritaire, obsédé par son accession à l'Élysée, prenant des lieutenants sous sa coupe aussi vite qu'il n'en dégage d'autres. D'après le livre, certains comme Jérôme Guedj ou Alexis Corbière semblent meurtris. Alors, je ne vais certainement pas aller dans les comparaisons hasardeuses que certains ont pu faire sur des plateaux télévisés. Qui ont été largement relayés, y compris ici. Mais les auteurs signent le livre par cette dernière phrase, « Tribun d'un siècle, gourou insoumis ». Alors, question simple, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un gourou et LFI une secte ? Attendez, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler Jean-Luc, je vais lui demander qu'est-ce que je dois répondre à cette question. Enfin, je préfère le prendre à la... Vous l'avez répété, cette petite scène ? Non, mais je préfère le prendre à la rigolette. Bon, c'est pas la première fois qu'on nous pose cette question, mais y compris, pardon, mais c'est un peu insultant pour nous, militants politiques. Vous pensez qu'on n'est pas doté d'une capacité de penser par nous-mêmes ? Vous pensez que on n'est pas capable de réfléchir, d'avoir des avis, de discuter collectivement, de se faire un avis ? Franchement, c'est aussi insultant. Alors pour les responsables politiques qu'on est, mais derrière pour les dizaines de milliers de militants à qui on dit finalement vous êtes que des pions. Ils utilisent ce mot, puisque je l'ai lu ce livre. Ils utilisent ce mot pion. Mais quel manque de respect pour les militants politiques. Je veux dire, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Et y compris à cette antenne, vous êtes plutôt souvent en désaccord avec nous. Mais vous voyez, je viens, on débat, je veux dire, attaquez-nous sur le fond, pas attaquez-nous sur la psychologie. C'est journaliste. Non, mais c'est à travers vous, je m'adresse à vous. Mais attaquez-nous sur le fond, sur ce qu'on défend, sur le fait qu'on veut taxer les plus riches, sur le fait qu'on veut nationaliser ArcelorMittal, etc. Mais pas de la psychologie de base. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous avez le droit de prendre position. Mais bien sûr, on est différente que Jean-Luc Mélenchon. Mais les scoops, ils nous arrivent tous les uns les autres de ne pas être tranquillement sans risquer d'être purgé, d'être écarté. Donnez-nous des exemples parce qu'on n'a pas le souvenir. Autre scoop. Nous avons une réunion de coordination. Nous avons une réunion de coordination toutes les semaines, qui est la réunion de coordination des espaces dans laquelle je siège, avec tous les dirigeants de la France insoumise. Ça a lieu tous les lundis midi si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe. Et oui, il nous arrive de débattre, et il nous arrive de ne pas être d'accord. Il nous arrive, ça veut dire que pas tout. Non, on débat sur chaque sujet, on débat sur tout, sur la stratégie, sur les positions à avoir, et on essaie de créer du consensus. Alors je sais que ça vous paraît un petit peu abscon dans le contexte politique dans lequel on est, qui est une forme de violence politique permanente, qui est d'ailleurs celle d'Emmanuel Macron d'abord, avec l'utilisation des 49.3. Nous, on n'utiliserait pas les 49.3 comme le fait Emmanuel Macron. Nous, on ne s'assierait pas sur le résultat des élections comme l'a fait Emmanuel Macron après les dernières élections législatives. Oui, donc de ce point de vue-là, oui, on est un peu plus démocrate qu'Emmanuel Macron. Les gens qui ne sont pas d'accord, comme Corbière, Garrido, qui ont été purgés, donc ça n'existe pas. C'est faux, ça s'est pas passé comme ça. Vous savez, comme moi, que c'est un peu plus compliqué que cela, et qu'ils avaient pris des initiatives personnelles et individuelles. Voilà, moi je regrette qu'on n'ait pas pu... des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. On peut exprimer des désaccords. Mais à l'intérieur, pas à l'extérieur, c'est ça ? Non, on peut l'exprimer. Mais ensuite, ce passage... vous savez comme moi qu'à partir du moment où vous allez essayer de trouver une faille entre nous qui va être utilisée et instrumentalisée pour mener le combat contre nous. Et oui, moi j'assume une forme de solidarité dans un mouvement politique, parce qu'on ne va pas se cacher les choses. La bataille politique qu'on mène quand on est insoumis, elle est dans un cadre relativement hostile.
du matin au soir. On va nous accuser de toutes sortes de choses. Vous l'avez encore fait à votre antenne. C'est votre droit. Je suis pour la liberté d'expression et la liberté des journalistes. Je vous attaque pas, on vous pose des questions maintenant. Oui, mais les thèmes qui sont choisis, par exemple le fait que probablement on n'aura pas le temps, parce que vous m'interrogez longuement sur ce bouquin, on n'aura pas le temps de parler d'ArcelorMittal. En ce moment, c'est pour ça que je vous parle de ce sujet, des 650 emplois qui sont menacés et sur lesquels le gouvernement ne fait rien, qu'on ne parle pas des 40 milliards d'euros que le gouvernement cherche pour aller faire les poches. Voilà, vous savez qu'on est dans un cadre assez hostile. La politique a une dimension de violence. Oui. Et donc, dans ce cadre hostile-là, nous, on assume une part de solidarité. Et je pense qu'on ne peut pas nous reprocher cela. Moi, je suis solidaire de mes camarades de la France Insoumise. J'ai cru que vous alliez dire, comme il y a de la violence en politique, nous, on est dans l'insurrection. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon nous a appris dès le début. Non, par contre, on assume de mener le combat frontalement. Ou la désobéissance. Parce que, y compris la désobéissance. Vous savez, moi, je suis allée amener des pilules abortives à des femmes en Pologne. En toute illégalité, en toute ingérence. J'assume parce que là-bas, le droit à l'avortement est illégal et que des femmes meurent pour avoir le droit d'avorter. Il est illégal parce que l'extrême droite au pouvoir a cru bon de disposer du corps des femmes. Et moi, je suis Mais c'est pas l'extrême droite qui est au pouvoir en ce moment, c'est la droite modérée. Oui, ce sont les libéraux, vous avez raison, et ils ont été élus sur la promesse de légaliser le droit à l'avortement, ils ne tiennent pas leur promesse. Et moi, je suis heureuse d'avoir apporté des pilules abortives qui permettent de sauver des centaines de vies de femmes. Et je suis heureuse est-ce que vous n'en tirez pas une conclusion ? Est-ce que la Pologne n'est pas un pays conservateur qui pense autrement ? Non, vous savez, la droite modérée... il y a trois quarts de la population polonaise qui est en faveur de la légalisation du droit à l'avortement. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai, je vous le dis. C'est faux, il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage. Si, il y a des sondages qui ont été faits. Donald Tusk a été élu sur cette promesse. Ça, vous ne pouvez pas non plus le contester. Il y a 46% des Polonais qui sont d'accord pour faire un référendum et un débat sur l'avortement. Mais faisons un référendum sur le droit à l'avortement en Pologne. Mais en attendant, moi, j'estime que c'est mon devoir de femme politique... Oui, de désobéir contre les lois injustes. De désobéir. Vous n'allez pas dans d'autres pays où l'avortion mais je suis députée européenne, monsieur. Et donc vous ne pouvez pas aller en Algérie, dans l'Union européenne, dans l'Union européenne, le droit à l'avortement est interdit pleinement à Malte et en Pologne. Et moi, j'assume de venir aider, pourquoi pas, oui. Et je retournerai d'ailleurs en Pologne aussi dans les mois qui viennent. Et j'assume d'aider concrètement des femmes, je veux dire, des femmes qui meurent, y compris parce qu'elle ne voulait pas avorter, mais les médecins refusent de pratiquer l'avortement. Ça a été le cas d'une femme qui s'appelle Isabella, qui est morte à une trentaine d'années, parce que les médecins ont refusé de pratiquer l'avortement, parce que le cœur du fœtus battait encore, elle a fait une septicémie, elle est morte. Est-ce que vous trouvez ça normal, parce que vous tombez enceinte, que vous mourrez, y compris un enfant qui était désiré ? Donc oui, moi j'assume la désobéissance contre les lois iniques et je suis fière que celles et ceux qui m'ont précédé dans le combat politique il y a quelques dizaines d'années ont assumé la désobéissance sur le droit à l'avortement et ont permis la légalisation du droit à l'avortement en France en 1974 avant qu'il soit maintenant inscrit en lettres d'or dans la Constitution française et c'est la raison pour laquelle je me bats au niveau européen pour la mettre dans la Charte des droits fondamentaux. Sur le livre, vous apparaissez, je le disais 2 fois, page 129, vous remplacez alors que vous n'êtes qu'une militante associative inconnue, vous remplacez Charlotte Girard pour les européennes en 2019. Un ancien témoigne à votre égard. Manon Aubry persiste à croire que LFI est le pire des mouvements à l'exception de tous les autres. Donc ça, c'est une référence bien sûr à Churchill. Quand vous lisez ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous tombez de votre chaise, vous dites qu'est-ce qui a pu dire ça ? Je sais très bien qui a pu dire ça, il ne se mouille pas parce qu'il est anonyme. Ça me fait rire, vous voyez, c'est un tel qui a dit que j'aurais dit... Enfin, c'est une bonne illustration des méthodes du bouquin et qui sont absolument pas... Enfin voilà, c'est une collection d'une forme de ragot, parfois c'est de la psychologisation... Bon, voilà, moi je suis pour la liberté de la presse, la liberté des journalistes, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais par ailleurs, ça ne dit rien du combat politique qui est le nôtre, de la France insoumise qui a permis à la gauche de tenir debout, qui a quand même fait 22% à la dernière élection présidentielle. Justement, est-ce que la France insoumise, ça existe en dehors de Jean-Luc Mélenchon ? Bah oui, la preuve, vous m'avez invité ce matin. J'étais la tête de liste aux dernières élections européennes. Jean-Luc Mélenchon a fait émerger une génération dont je fais partie de trentenaires qui aujourd'hui assument des responsabilités politiques. Je suis présidente de groupe au Parlement européen. J'ai été la plus jeune présidente de groupe de l'histoire. Ma collègue Mathilde Panot est présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Vous voyez, il y a plein de jeunes femmes en responsabilité. Vous allez représenter LFI en 2027.
C'est pas à l'ordre du jour. Vous allez demander la permission à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas à l'ordre du jour. Ce sera toujours le même en 2027. Je vois pas pourquoi on se priverait de quelqu'un qui a fait 22% à l'élection présidentielle, qui a permis à la gauche de tenir debout, qui a permis la création de la NUPES puis du nouveau Front Populaire, et qui a, je le vois en tant que députée européenne, permis de construire un espoir à la gauche en Europe pour se dire qu'on n'est pas condamné au racisme, on n'est pas condamné à l'inégalité de richesse, on n'est pas condamné à ce que le gouvernement passe en force sur à peu près tout. Voilà, un peu de souffle, un peu d'espoir. Voilà, je vois qu'on doit finir. On va se laisser avec de l'espoir et de la bonne humeur. Je veux dire aux gens, les mauvais jours finiront. Il fait beau. Rendez-vous dans la manifestation contre l'islamophobie, 14h à Bastille. Aujourd'hui, contre les licenciements d'ArcelorMittal, mardi à 10h. Vous voyez, ça, c'est ça qui me fait me lever le matin. C'est le combat politique. Et ce combat-là, je vais le continuer. J'espère qu'on sera le plus nombreux et nombreux. Merci Manon Aubry d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Très bon dimanche sur CNews et sur Europe 1.